Bonsoir et bienvenue dans le talk de France Info. Très heureuse de vous retrouver. On est sur Twitch et aussi en podcast audio. Il ne faut pas l'oublier sur l'application de Radio France. Le talk, c'est tous les jours à 18h. On se retrouve ici, dans ce studio, sur ces canapés, pour décrypter l'actualité. Donc chaque jour, on s'arrête sur un seul sujet. Et on l'explique, on analyse, on approfondit et on essaye de répondre aux questions que vous posez dans le chat, ce merveilleux outil que permet Twitch. Voilà, des questions que vous posez, mais aussi des réactions, partage d'expériences, témoignages. N'hésitez pas, surtout sur un sujet comme celui qu'on va traiter ce soir. Voilà, n'hésitez pas à nous raconter, vous, votre expérience personnelle. C'est enrichissant, ça enrichit ici le débat que nous, on a. Est-ce que vous avez vu notre émission d'hier sur l'intelligence artificielle et son impact sur le monde du travail? J'en profite pour vous la signaler maintenant, si jamais vous l'avez raté. Voilà, peut-être que les modos, bienvenue aux modos, les modos peuvent peut-être vous remettre le lien dans le chat. Voilà, si jamais vous voulez jeter un œil ou une oreille sur cette émission. Ce soir, on va s'intéresser à la mixité sociale à l'école. L'école est injuste avec les pauvres. Voilà ce que déclarait le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. C'était sur Brut, le média Brut, à la fin du mois d'août. Et j'ajouterai en particulier l'école française, puisque la France est l'un des pays où l'origine sociale pèse le plus dans la réussite des élèves. Ce sont les enquêtes PISA de l'OCDE qui sont menées tous les 3 ans qui le prouvent, qui le disent. Depuis le mois de juillet dernier, l'Éducation nationale doit d'ailleurs rendre public l'indice de positionnement social, l'IPS, de tous les collèges et écoles. On vous envoie, si jamais vous voulez vous aventurer dans les chiffres et dans la data, on vous envoie tout ça dans le chat parce que c'est public sur le site datagouv.fr. Donc voilà, c'est une décision qui a été prise par le tribunal administratif. Ces données confirment évidemment, sans surprise, malheureusement, une forme d'entre-soi, de fracture sociale à l'école, dans les milieux aisés et les milieux défavorisés. La ségrégation scolaire étant plus marquée dans les grandes villes, par exemple à Paris, on va en parler. Alors face à ce constat, le ministre de l'Éducation nationale devait présenter aujourd'hui un plan pour renforcer la mixité sociale à l'école, un plan qui était attendu depuis des mois et qui a été déjà reporté. Mais ce plan, finalement, n'existe pas, en tout cas pas pour l'instant. Il s'agit plutôt, pour le moment, d'un objectif fixé au recteur, celui de réduire les différences de recrutement social entre établissements de 20% d'ici à 2027. J'ai lu ça dans un papier de France Inter qui a été publié tout à l'heure, si jamais vous voulez regarder. Voilà, tout ça a été annoncé dans la plus grande discrétion. Normalement, il est censé y avoir un communiqué, mais on ne l'a toujours pas vu passer. Voilà, moi je tire ces infos de Noémie Bonin, qui est la journaliste éducation de France Info. Voilà. Alors pourquoi la ségrégation scolaire est-elle si importante en France? Pourquoi c'est important, la mixité sociale à l'école? Comment font les autres pays? Est-ce que les autres y arrivent mieux que nous? Quelles sont les solutions à mettre en place? Est-ce que les pouvoirs publics font le maximum? Est-ce que tout le monde veut de la mixité sociale? Et on en parle avec nos invités qui sont là. Alexandra Nizac, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci. Vous êtes présidente du collectif Apprendre Ensemble. Donc, c'est un collectif de parents d'élèves du 18e arrondissement. C'est ça, c'est une association. Une association. Qui est née dans le 18e arrondissement en 2014, créée officiellement en 2015. De parents qui se rencontraient devant les écoles de leurs enfants, les écoles maternelles au début, et qui constataient déjà de l'évitement entre la maternelle et l'élémentaire. Et voilà, on était tous choqués de voir ce qui se passait dans un arrondissement qui a des très fortes disparités sociales, mais qui est un arrondissement où on vit bien ensemble. Et donc l'idée, ça a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se réunir et agir collectivement. Vous allez nous expliquer tout ça
Élise Huillery, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc simplement pour comprendre votre rôle au sein de ce Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est quoi ? Alors, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, il a pour but de réunir des chercheurs qui travaillent sur l'éducation dans toutes les disciplines. Moi, je suis économiste, il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des chercheurs en sciences de l'éducation. Et en fait, sur des sujets qui nous paraissent des sujets importants pour l'éducation en France, on va faire des notes, des synthèses, des revues de littérature qui permettent de diffuser largement des résultats de la recherche aux acteurs de l'éducation, aux parents aussi, enfin aux familles, de manière à ce que la recherche puisse informer, éclairer les décisions qui sont prises, les débats sur l'éducation, etc. Les décisions politiques. Voilà, mais aussi, par exemple, pour les acteurs, de savoir, pour les enseignants, de savoir ce qui marche mieux comme méthode d'apprentissage. Alors, ce n'est pas du tout ce sur quoi je travaille moi-même, mais c'est pour donner des exemples de ce à quoi le conseil scientifique peut servir. Vraiment essayer de faire passer les éléments de la recherche le plus largement possible auprès des acteurs de l'éducation. Alexandra, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous vous êtes retrouvée finalement, vous avez commencé à nous le dire, mais au sein de ce collectif Apprendre ensemble? Alors, donc, tout a commencé par des rencontres de parents devant une école. De parents qui, avant les vacances de l'été, se sont rendus compte que les amis de leurs enfants n'allaient pas forcément ou dans la même école qu'eux à la rentrée, qui était l'école de secteur. Donc ça, c'était une première partie. Donc effectivement, le questionnement, c'était pourquoi ils ne vont pas dans la même école alors qu'ils sont ensemble depuis le début de la maternelle, qu'ils ont les mêmes loisirs, qu'on se connaît, on se rencontre dans le quartier, etc. Pourquoi l'année prochaine, ils font le choix d'une autre école? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'école en question? Et là, on se rend compte qu'il y a des rumeurs, souvent anciennes, souvent infondées. Comme quoi le privé c'est mieux. Oui, ou qu'il s'est passé quelque chose dans l'école publique en question, que les résultats c'est catastrophique alors qu'on n'est qu'à l'école élémentaire encore. Donc voilà, on va dire qu'il y a des craintes, des peurs, une peur de déclassement, une peur pour la sécurité, le bien-être de leur enfant. Et là où il y a une incohérence, c'est qu'on se dit que oui, tout le monde veut le meilleur pour ses enfants, bien sûr, et tout se passe bien jusque-là. Donc pourquoi les mêmes enfants, les mêmes élèves allant dans la même école, ça se passerait mal? Donc on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on se dit comment on peut agir. Et l'idée, ça a été, alors très vite, d'aller rencontrer les parents, de les faire se rencontrer, de discuter avec eux. Donc tout simplement d'organiser des réunions de rencontres entre les parents des différentes écoles du quartier pour voir quels étaient les parents qui étaient dans le quartier, qui puissent échanger et finalement se rassurer. Mais il y a eu aussi l'idée de créer un espèce de petit cercle vertueux, c'est-à-dire, puisque la rumeur ça marche, faisons une rumeur positive. Tu sais que tous les enfants finalement de la classe de ton fils, ils vont aller l'an prochain dans l'école de secteur. Et donc l'idée c'était de créer un effet boule de neige en disant, un peu. Voilà, si on crée la confiance et qu'on dit qu'ils vont tous y aller ensemble et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, pourquoi ton fils n'irait pas avec le mien, etc. Donc on a essayé comme ça de basculer les choses et de créer des rumeurs positives et de voir, et finalement ça marchait plutôt pas mal. Élise, la peur, c'est ça le principal frein à la mixité sociale à l'école, la peur des parents, la peur de l'autre. C'est exactement ça et c'est c'est un fantasme extrêmement... Enfin, alors je parle de fantasme parce que au départ, on peut parler de peur et la peur, on ne sait pas si elle est fondée ou pas. Quand je parle de fantasme, c'est que maintenant, avec les résultats de recherche que l'on a, on sait que c'est infondé. Donc, je me permets de dire fantasme parce que c'est peur que si notre enfant va dans une école ou dans un collège avec des enfants de milieux défavorisés, ils vont moins bien réussir que s'ils vont dans un collège ou dans une école avec des familles où les parents ont fait eux-mêmes des études, où ils ont des bons travails, etc. Cette peur-là, on sait qu'elle est infondée, mais c'est cette peur-là qui crée effectivement cette déperdition d'élèves favorisés à tous les étages, de la maternelle au primaire. On voit déjà un départ. Du CM2 à la 6e, là c'est très fort. Après, c'est plus pareil parce qu'après, c'est les lycées. Et les lycées, il y a déjà la voie professionnelle, la voie générale et technologie de côté. Mais au niveau du collège, c'est massif. Le départ des enfants vers le privé pour éviter un collège de secteur où il y aurait de la mixité sociale, c'est très important. Et effectivement, le ressort de ça, c'est... En fait, on ne peut pas en vouloir aux parents de vouloir le mieux, mais le meilleur pour leur enfant. C'est ce que vous avez dit. Simplement, on peut déconstruire cette idée fausse que être dans une école mixte ou dans un collège mixte, ça a un effet négatif sur l'enfant. Parce qu'une fois que les parents sauront que ça n'est pas vrai,
que ça n'a pas d'impact négatif sur la réussite scolaire de son enfant, peut-être qu'effectivement cette peur va disparaître, va s'atténuer. Dans le chat, racontez-nous un petit peu si vous avez fait votre scolarité dans le public, le privé, et partagez-nous un petit peu votre expérience. Alexandra, donc la peur, facteur de fracture Oui, terrible. scolaire, mais comment on fait pour lutter contre ça et elle vient d'où cette peur? Alors, elle vient souvent d'une peur de déclassement, hein, c'est ça. En fait, naturellement, on va vers l'entre-soi, on recherche des gens qui vous ressemblent, avec lesquels on se sent bien, avec lesquels ça va être facile de communiquer, et on veut la même chose pour nos enfants. Donc ça, c'est un instinct, j'allais dire, pas primaire, mais presque. Et effectivement, le fait de devoir s'adapter à des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas le même rythme de vie, la même religion, la même manière de s'exprimer, ça demande un effort supplémentaire. Et souvent, on a peur de cette différence, alors que, donc on sait d'après les études qu'elle est très enrichissante et qu'elle permet au contraire de développer des capacités d'adaptation qui sont souvent recherchées, je vais être un peu provocatrice, mais qui sont cherchées dans le monde du travail. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui... L'ouverture d'esprit. C'est qu'on sait que, bien sûr, l'ouverture d'esprit, les capacités de s'adapter, les capacités de coopérer, d'aider les autres aussi, ce qui se passe quand on n'est pas tous au même niveau, c'est qu'on va effectivement s'entraider, et c'est ce qui se fait naturellement entre les enfants. D'ailleurs, dans les écoles où on a mis en place des secteurs multicollèges, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, naturellement, on va vers les gens qui vous ressemblent, mais dès lors que c'est encadré, qu'on vous pousse à coopérer, la coopération, elle fait progresser, elle fait évoluer, elle fait développer des compétences qui sont tout à fait intéressantes pour le restant de sa vie et pour le monde du travail. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place de la mixité. Pas seulement pour dire que c'est bien de faire de la mixité. On ne fait pas de l'angélisme. Vraiment, c'est important parce que c'est ce qui va être recherché dans les années à venir pour le futur dans le monde du travail. Élise, la mixité importante dans le monde du travail, mais dans le monde tout court, en fait. La tolérance, c'est l'enjeu. Enfin, je veux dire, notre pays en a quand même besoin. Le monde en a besoin. Enfin, l'enjeu, il est énorme quand même. En fait, c'est ça. La mixité sociale à l'école, on va dire que le but, c'est la cohésion sociale. C'est le vivre ensemble. C'est vraiment le but. À la question qui se posait, donc je vais peut-être revenir sur ce qui s'est passé en 2015, quand la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, donc Najat Vallaud-Belkacem, annonce qu'elle va lancer une initiative nationale pour favoriser la mixité sociale à l'école. Donc, elle réunit tous les rectorats pour réfléchir aux établissements qui pourraient se lancer dans ce projet et engager des actions innovantes pour favoriser la mixité sociale. À l'époque, son objectif, c'est la cohésion sociale et le vivre ensemble. Mais il y a cette crainte. Mais oui, mais alors les résultats scolaires, est-ce qu'on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul? Est-ce qu'on ne va pas sacrifier sur l'autel de l'égalitarisme des enfants qui pourraient mieux réussir, etc. Donc il y a cet objectif de cohésion sociale et on se demande si, en passant, on ne sacrifie pas d'autres objectifs, par ailleurs, du système éducatif, qui sont l'apprentissage, la réussite scolaire, etc. Et donc, elle constitue un comité scientifique, un conseil scientifique, dont je faisais partie, avec d'autres chercheurs, pour justement qu'on suive ces actions de mixité sociale qui ont été engagées dans tout le territoire, au collège seulement. C'était vraiment les collèges qui étaient invités à travailler ensemble pour créer de la mixité sociale avec des actions très différentes et très innovantes. Et on a suivi pendant 5 ans, avec des enquêtes auprès des élèves, avec des données sur leurs résultats scolaires, etc. On a pu, comme ça, voir ce que ça faisait. Et donc, on voit que cet objectif de cohésion sociale, il est visible. C'est-à-dire qu'on voit des indicateurs positifs sur la solidarité, sur la coopération entre élèves, sur le climat. Alors, du point de vue des élèves défavorisés qui ont été mélangés avec davantage d'élèves favorisés, on voit une amélioration du climat scolaire pour eux, de la qualité de la relation avec les autres, mais pas que eux, aussi les autres. Donc, on voit des effets positifs des deux côtés, pas que du côté des élèves défavorisés qui ont été mixés avec des élèves plus favorisés. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, très franchement, quand on est chercheur, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et nous, on ne savait pas qu'on allait trouver des effets positifs des deux côtés. On craignait
qu'effectivement, il y a un peu comment dire, un arbitrage à faire, en fait. Est-ce que favoriser les uns va défavoriser les autres, en fait, en les mixant? Et en fait, c'est pas ce qu'on trouve. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça crée, on le voit, et après, dans le monde du travail, je suis complètement d'accord, que énormément d'études montrent que ces compétences de coopération, ces compétences sociales qui ont été acquises avec l'ouverture à l'autre, savoir s'adapter à la diversité, etc., c'est des compétences dont le rendement sur le marché du travail augmente dans un monde de services, dans un monde beaucoup plus digital, etc. On sait que c'est des compétences qui ont de plus en plus d'importance. Alexandra, dans le chat, Spockrin qui dit: j'ai été mise dans le privé car mon collège de secteur était connu pour être un établissement avec pas mal de violence. Alors c'est exactement le type de discours qu'on entendait sur donc le collège du secteur de mes enfants, donc qui a fait l'objet d'un projet justement dans le cadre des expériences menées entre alors nous ça a été entre 2017 et 2020 et puis quelque chose qui a été entériné qui était un secteur multicollège. Effectivement, ça peut arriver. On ne va pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a bien sûr des endroits où il y a des vrais problèmes de violence, de discipline. Et puis, il y a aussi, et c'est la plupart du temps quand même ce qu'on trouve, des collèges où il se passe de temps en temps quelque chose parce qu'on a quand même devant nous une population d'adolescents qui est dans un âge où on change beaucoup, on a beaucoup de problèmes. En ce moment, un des graves problèmes aujourd'hui dans le monde de l'adolescence, c'est plutôt les effets du confinement, les dépressions, etc. Et il y a beaucoup d'adolescents qui vont mal. Donc ça, c'est un autre problème. Mais effectivement, ces situations, elles peuvent arriver. Maintenant, moi, ce que je préconise, c'est avant de choisir de faire un autre choix, c'est-à-dire que, enfin, de faire un autre choix, c'est souvent un choix par défaut, en réalité, et c'est de vérifier ces informations. Souvent, on a des informations, machin m'a dit que c'était le fils de la concierge qui m'a dit que, enfin, en réalité, la plupart du temps, ces informations, elles sont pas fondées. Donc, la première des choses, c'est d'aller voir peut-être d'autres parents qui eux-mêmes... Alors, le truc le plus simple à faire, c'est de passer devant le collège. Après, devant un collège, il y a des adolescents souvent qui se houspillent un peu. C'est l'âge, c'est normal aussi, c'est pas forcément de la violence. Parfois, il existe de la violence. Parfois, c'est juste l'attitude normale des élèves devant leur collège. Il faut voir que c'est agité, les élèves, c'est normal. Donc, la première des choses, c'est d'aller voir comment ça se passe devant le collège, de rencontrer l'équipe, d'aller dans les journées portes ouvertes. Souvent, les collèges, ils font des journées portes ouvertes. Ils invitent les parents et les enfants des élémentaires de leur secteur à venir, à faire une visite avant la rentrée. Donc, la première des choses à faire, c'est laisser la possibilité ouverte. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, attention, le privé fait quelque chose que le public ne fait pas. Il fait du marketing. Les écoles privées vont chercher les parents en plus en leur faisant, en essayant de faire pression, en leur disant que il y aura pas de place s'ils s'y prennent pas assez tôt. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'en gros, dès la rentrée scolaire, quasiment en octobre, les écoles privées vont chercher les parents dans leur quartier en disant, vous savez, si vous voulez une place l'année prochaine ou au moment du collège, c'est maintenant qu'il faut inscrire votre enfant, etc. Donc ça, l'école publique ne fait pas ça, ne fait pas de marketing, ne valorise pas ce qui se passe dans les écoles et dans les collèges. L'école publique ne choisit pas. L'école publique ne choisit pas ses élèves, mais surtout, elle ne se fait pas de publicité. C'est un service public. On ne valorise pas ça. C'est quelque chose qu'on avait constaté, nous, dans le 18e. Il y avait des écoles élémentaires, maternelles, qui faisaient du Montessori. Elles ne se revendiquent pas du Montessori. Ce sont des enseignants dans leur classe qui travaillent avec des pédagogies diverses et variées, dont du Montessori. Il n'y a pas de marketing autour des écoles publiques, mais elles font souvent des choses formidables. Les écoles privées, et en particulier l'enseignement catholique, a beaucoup de moyens, des moyens que l'école publique n'a pas, simplement pour se valoriser. Donc attention au discours. Élise, est-ce qu'en France, on est moins bon que les autres pays? Alors, en termes de mixité sociale, non. En termes de performance scolaire, d'inégalité à l'école, d'inégalité sociale à l'école, oui. Okay. Et en fait, c'est pas le même sujet. Il faut bien distinguer l'inégalité sociale à l'école, c'est le fait que la performance d'un élève, la réussite scolaire d'un élève est plus fortement corrélée à son origine sociale, donc au métier, au niveau d'éducation de ses parents, qu'ailleurs. Et ça, c'est pas juste une question d'environnement, de mixité sociale à l'école. En termes de mixité sociale à l'école, il y a très peu de pays qui arrivent à faire de la mixité sociale à l'école, il faut être très clair. Les pays qui arrivent à faire de la mixité sociale à l'école, c'est des pays qui arrivent à faire de la mixité sociale résidentielle. C'est-à-dire que... Territoriale. C'est-à-dire qu'il faut
évidemment que les logements sociaux, par exemple, si on prend l'exemple français, si les logements sociaux sont organisés pour être répartis un peu partout, de fait, il va y avoir de la mixité sociale à l'école maternelle, à l'école primaire et au collège, qui sont quand même géographiquement, évidemment, l'enfant ne va pas traverser le département pour aller à l'école. Donc, il y a forcément une composante résidentielle très importante. Et donc, les pays où on peut voir de la variation dans la mixité sociale à l'école, c'est en fait lié à la variation de la mixité résidentielle. Parce qu'après, en termes d'organisation du système scolaire, tous les pays fonctionnent pareil, c'est-à-dire il y a des cartes scolaires ou et plus ou moins de privés, effectivement, qui vont attraper quelques enfants indépendamment de la carte scolaire. Mais c'est vraiment l'ancrage territorial du logement, de la mixité des zones territoriales qui va faire la mixité sociale. Donc non, la France n'est pas pire que les autres pays. Hein. Là, il ne faut pas avoir comment dire, un sentiment d'être moins bon que les autres à ce niveau-là. Ça n'est pas vrai. On a par contre un plus fort problème de corrélation entre la réussite et le métier des parents et l'éducation des parents. Kiki the Jungle qui dit « Et certaines écoles privées donnent les chiffres de réussite, mais ils n'inscrivent que les élèves où ils sont sûrs de l'avoir. Les autres sont inscrits en candidat libre, même si c'est financé par l'école. Et c'est de là qu'ils tirent de bons chiffres. » Oui. Là, c'est vraiment ce qui se Alors, passe. expliquez-nous, ouais. Ben non, c'est en fait la stratégie de certains établissements privés. Alors là, on n'est pas en train de parler de tous. Non, les établissements privés sous contrat, je pense, sont moins dans la pratique de afficher. Non, je sais pas, parce qu'effectivement, je connais cette pratique dans le privé hors contrat, où on va, comment dire, certains élèves vont être inscrits comme faisant partie du lycée dans la réussite, et d'autres élèves vont en fait ne pas faire partie de la statistique. Donc, ils vont être enregistrés sous un autre nom, par exemple, dans un lycée qui est en fait le même, mais qui va pas compter dans la statistique. Donc ça, c'est un petit peu de la triche. Alors, ce que je voudrais dire sur le privé, parce que là-dessus, c'est facile de dégager le sujet de est-ce que le privé fait mieux que le public ou pas. Quand on voit les notes des élèves du privé, oui, ils font mieux en moyenne que les élèves du public. Pourquoi ? Mais parce pas à que niveau social égal. Exactement. Il suffit de rajouter la variable de l'origine sociale pour que cet écart soit nul. Donc, c'est pas du tout un système pédagogique extrêmement performant qui, à niveau social égal, fait mieux réussir les élèves. Ça n'est pas vrai. Les chiffres sont extrêmement clairs là-dessus. Il n'y a pas de doute que le privé ne fait pas mieux sur le plan pédagogique. Et même, on peut avoir cette idée que la discipline est plus importante dans les établissements privés. Je confirme, j'y ai été. J'avais pas le droit de manger dehors avant la seconde, je crois, ou la première. Oui, c'est un principe éducatif, ça, c'est un problème. Si c'était quelque chose qui avait vraiment une influence sur les résultats scolaires, on verra encore un effet du privé indépendamment de l'origine sociale, ce qui n'est pas le cas. Donc effectivement, là, c'est très important de dire que l'effet du privé, ça n'est qu'un effet de sélection des élèves d'une origine sociale plus favorisée, mais ce n'est pas en soi un système qui fait mieux réussir les élèves. On le sait. Enfin, le privé en France n'accueille que, je crois, 4% des élèves les plus défavorisés. De toute façon, la place des élèves défavorisés, elle est massivement dans le secteur public. Pareil pour les élèves en situation de handicap, les élèves étant dans les ULIS, les dispositifs ULIS ou SECPA, ils sont à 97 ou 15% en tout cas dans le secteur public. Ça veut dire que le privé ne se donne pas la peine de faire le même effort que le public sur cet aspect-là. Donc forcément, les résultats, les chiffres qu'on peut afficher sont beaucoup plus performants. Il est vrai aussi, alors pour répondre à la personne qui nous interpellait, que effectivement, quand on sélectionne les élèves en leur demandant un parcours scolaire impeccable dès le départ, quelle que soit leur origine sociale, et c'est pour ça qu'il faut vraiment parler de mixité sociale et scolaire, c'est-à-dire que le privé peut sélectionner et dire qu'il fait un peu de mixité sociale en prenant des élèves d'origine défavorisée, mais s'il prend les meilleurs, en prenant les meilleurs. Et tant qu'on n'impose pas des critères au secteur privé sur ce plan-là, on reste dans la même situation où de toute façon c'est l'école publique qui accueille les élèves les plus en difficulté. Élise, si l'école privée choisit, admettons, des élèves boursiers mais qui figurent parmi ceux qui ont les meilleurs résultats, ça veut aussi dire que ils privent d'une certaine manière aussi les établissements publics de leurs meilleurs élèves en fait.
Oui, tout à fait. Et là-dessus, justement, Donc c'est contre-productif presque. C'est contre-productif pour le public, ça Pour c'est le sûr. public. C'est-à-dire qu'évidemment que le public va perdre des bons éléments. Alors après, je voudrais revenir sur justement, est-ce que c'est bien, parce que la mixité sociale c'est une chose, la mixité scolaire c'est une autre chose, et c'est important, voilà, même s'il y a une grosse corrélation évidemment entre les deux, de distinguer les deux. Et sur la mixité scolaire, il y a un travail intéressant d'une chercheuse qui a regardé si pour un élève très fort, par exemple, très fort scolairement, peu importe son origine sociale, un élève très fort scolairement, est-ce qu'il a intérêt, alors c'est une étude sur le lycée, est-ce qu'il a intérêt à être dans une classe très très forte, donc une classe d'élite avec que des élèves aussi forts que lui, scolairement, ou est-ce qu'elle a intérêt à être dans une classe plus mixte? La réponse c'est il a intérêt à être dans une classe mixte pour sa propre réussite scolaire. Les élèves très performants n'ont pas intérêt à être mis entre élèves très performants. Pourquoi ce résultat? Parce qu'en fait, si on est très très performant avec des très très performants, eh ben, on a un effet de compétition et forcément, il y a dans la classe de 30 élèves très très performants, il y a un 15e et il y a un 30e. Et cet effet psychologique d'être tout d'un coup milieu de classe ou moins bon dans sa classe, alors qu'en fait on est très performant, il n'est pas bon du tout pour la motivation, pour le travail, pour l'effort, pour l'estime de soi, pour tout ce qui fait qu'on va avoir plaisir et qu'on va travailler dans des bonnes conditions. Donc ce résultat, il est important parce que ça veut dire qu'il faut éviter les classes d'élite. Il vaut mieux mixer les élèves, pas seulement socialement, mais aussi scolairement. Alors, quand on a des trop gros écarts à gérer, ça peut être compliqué pour les enseignants. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument... Enfin, il faut voir au cas par cas sur le territoire comment ça peut se passer. Mais il faut que les parents s'enlèvent de la tête que leur enfant va mieux réussir s'il est avec des élèves très forts. C'est pas vrai. C'est pas vrai tel que cette recherche a pu le démontrer. La compétition. Donc, le ministre de l'Éducation nationale devait présenter un plan, mais alors finalement, il n'y a pas de plan. Effectivement, on a pu constater ça tout à l'heure. Déjà, on s'en doutait un peu puisque depuis quelques jours, on a pu lire que le secteur privé ne serait pas pris en compte dans les mesures qui seraient présentées dans un premier temps. Déjà, c'était quand même très significatif puisqu'on sait aujourd'hui, après toutes les expérimentations menées, que le poids du secteur privé dans la ségrégation sociale et scolaire, il est essentiel et qu'on ne peut pas se permettre de faire un plan national de lutte sans eux et sans avoir des mesures coercitive. Je vais être très claire là-dessus. Nous, ce qu'on a vu avec nos expérimentations locales, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein sur le territoire. On a vu déjà qu'il y a plusieurs choses qui sont compliquées. C'est de mettre en place des mesures, et là, je vais être un peu difficile avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, mais là, clairement, donc en gros, il n'y a pas de plan. On demande aux recteurs, on demande à chaque service de s'organiser localement sans donner de moyens supplémentaires, sans avoir derrière un objectif d'autre que les 20% en question, mais avoir un objectif sans avoir de moyens, comment on fait pour mettre en place quelque chose? Alors effectivement, il y a des expérimentations menées, il y a quelques réussites, mais nous, ce qu'on a vu surtout, même si le secteur multicollège, donc Berlioz, Quasvox, j'y reviendrai peut-être après, oui, après on va faire un focus a vu des là-dessus. effets positifs localement. A posteriori, le constat qui est fait, c'est qu'on ne met pas ce genre de choses en place. On ne peut pas faire d'opérations de grande envergure sans mesures obligatoires. En fait, c'est très simple, il faut des mesures d'égalité. Ça veut dire qu'il faut qu'une mesure, elle touche tout le monde, que tout le monde soit concerné. Pour qu'une mesure, elle soit acceptée, il faut que tous les parents soient impactés, pas uniquement certains parents. Et voilà, si tout le monde ne s'y met pas, on ne peut pas faire un plan national de lutte contre la ségrégation sociale et scolaire. Si on permet à des gens d'être exclus de ces mesures, parce que effectivement socialement ils sont favorisés, ça me pose un problème. Ça me pose un problème de société, moi. Déjà, en soi, c'est l'éducation nationale, c'est l'avenir de notre pays, c'est effectivement une façon d'envisager la société et dire à certains qu'ils peuvent s'extraire de ces obligations, ça me pose un problème. Parce qu'effectivement, c'est du service public et le service public, c'est nous qui le faisons. C'est nous, ce sont nos impôts. Donc moi, je crois que c'est important que les gens sont prêts
contrairement à ce qui pouvait être dit il y a quelques jours. Les gens sont prêts, probablement, comme dans d'autres pays, on ne les interroge pas assez souvent sur là où ils aimeraient effectivement que l'argent public soit porté plus massivement. Mais je crois qu'ils seraient prêts à donner plus d'argent si on donnait plus d'argent à l'éducation publique et peut-être un peu plus d'argent à l'éducation publique et un petit peu moins à l'éducation privée. Parce qu'il faut quand même rappeler que 73 à 75% 75. du privé fonctionne avec de l'argent public. Les enseignants sont formés et passent des concours publics. Donc, en gros, tout est public, sauf la scolarité qui, elle, est payante et qui va donc au privé. Et en fait, on va dire que l'éducation nationale crée son propre secteur concurrentiel, crée sa propre concurrence, finance sa concurrence. C'est quand même assez exceptionnel. Élise, peut-être une réaction sur justement les écoles privées financées à 75% par l'État et donc l'État qui financerait un peu son propre concurrent? Oui, tout à fait. En fait, il y a un secteur privé hors contrat qui est très, très, très minoritaire et qui, là, pour le coup, ne dépend pas du tout des subventions publiques. Pour le privé sous contrat, qui est l'immense majorité du privé en France, comme on l'a dit, c'est 75% de financement public. Et donc, il est assez étonnant, pour pas dire plus, que ce secteur privé n'ait pas d'obligation, l'L'État est en droit d'imposer des choses à ce secteur privé. Et pourquoi il ne le fait pas? Alors, il y a eu effectivement quand même en 84, il y a eu quand même. Dites-moi, parce que moi, j'étais pas née en 84. En 84, la loi Savary, il y avait des manifestations justement pour l'école libre. C'est comme ça que moi j'étais assez petite aussi en 84, donc je l'ai pas vécu moi-même, mais c'est un moment où il a été question d'imposer des choses au secteur privé, et il y a eu un peu comme la manif pour tous, il y a eu énormément de manifestations pour la défense de l'école du choix libre. Donc la guerre des écoles. Voilà, la guerre des écoles. Ce qu'on appelle le libre choix, qui en réalité n'en est pas un, parce que tout simplement, si on n'avait pas ce choix à faire, on ne se poserait pas la question, on n'aurait pas de problème en fait. Si tout l'argent allait dans l'école publique, elle fonctionnerait beaucoup mieux. On aurait beaucoup plus de moyens, on aurait beaucoup plus d'enseignants, on pourrait faire beaucoup plus de projets, et les parents n'auraient même pas à se poser la question de faire un choix. Donc moi, et au collectif, on pense qu'aujourd'hui, ce traumatisme qui concerne le financement du privé, il est peut-être temps de redemander aux Français d'organiser un sondage pour savoir si les Français ont encore envie de financer l'école privée. Au Québec, on a une association avec laquelle on est en contact. Dans le chat. Non, mais c'est vrai, on peut le faire. Moi, j'aimerais bien qu'il soit vraiment porté au niveau national, mais c'est vrai que au Québec, il y a eu donc le système québécois est très particulier puisqu'il y a même du secteur privé à l'intérieur des établissements publics. Ça va très loin, la ségrégation. Ouais. Et donc, effectivement, l'école Ensemble, qui est une association québécoise, un collectif québécois avec lequel on est en contact, a fait un sondage pour que l'ensemble de la population se prononce sur le financement et sur le système scolaire. Moi, je pense qu'en France, il serait peut-être temps de poser cette question-là aux Français. Élise, quels sont les leviers d'action efficaces sur lesquels il faudrait travailler ? Alors, le premier levier d'action efficace, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau résidentiel. Donc, c'est on a une loi solidarité, la loi SRU, Solidarité Rénovation Urbaine, qui nous impose, mais c'est pas au sens négatif du terme, d'avoir c'est monté maintenant à 25% de logements sociaux dans chaque commune. Si ces logements sociaux étaient répartis, non pas au niveau de la commune, qui permet en fait de mettre tout le monde au même endroit, mais au niveau beaucoup plus fin, par exemple des zones scolaires. Donc, dans chaque rue, dans chaque quartier, un peu de logement social, 25%, et puis le reste, ça permettrait d'avoir un maillage territorial, une mixité territoriale, très très bonne. Et donc ça, c'est le premier levier d'action. Alors, ça prendrait des années. Je ne dis pas que si un gouvernement, aujourd'hui, voulait voter une loi SRU au niveau des zones scolaires, on n'aurait pas le pouvoir, en un claquement de doigts, d'avoir 25% de logement social à tous les niveaux, dans toutes les zones scolaires, du jour au lendemain. Donc, il faudrait progressivement
racheter du logement pour le transformer en logement social, ce qui se fait très bien à Paris, à Rennes, enfin pour les villes que je connais bien parce que dont je suis issue, il y a du logement social qui se met dans les quartiers riches parce que la mairie peut transformer du logement privé en logement social. Donc c'est pas complètement, on n'est pas en train de parler d'un truc complètement fou. Par contre, il faudra du temps. Alors ça, c'est le premier levier d'action. Après, il y a des leviers d'action. Si on ne bouge pas la répartition résidentielle actuelle, on a quand même, mais même si c'est pas... on a quand même des possibilités. Par exemple, je prends l'exemple de Toulouse. On pourra revenir sur le 18e de Paris, où on peut, mais ça, on y reviendra après. Mais l'exemple de Toulouse, c'est ils ont fermé un établissement scolaire qui était un établissement extrêmement ségrégé avec quasiment 90% d'enfants très défavorisés. Et ils ont fermé cet établissement et ils ont mis en place des bus qui permettent aux élèves de ce quartier d'aller dans des lycées. Alors, ils sont allés dans les lycées de centre-ville, plusieurs lycées qui accueillent ces élèves. Et donc, il y a ce qu'on appelle en anglais le busing, c'est-à-dire effectivement ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis. Il y avait eu cette expérience-là déjà aux États-Unis. Mais il y a aussi des expériences effectivement de collèges qui sont pas trop éloignés les uns des autres et qui se mettent ensemble pour créer de la mixité sociale sur chacun leur secteur de recrutement. Donc, c'est l'exemple du 18e dont peut-être je vous laisse parler. Oui, c'est peut-être le moment, Alexandra, de parler donc, de cet exemple dans le 18e. Donc, c'est un secteur multicollège. Donc, c'est les collèges Hector Berlioz et Antoine Coisevaux. Coisvox ou Coisevaux, oui. Alors, expliquez-nous, pour quelqu'un qui n'habite pas à Paris, qui ne connaît pas. Petit résumé, je vais essayer de faire une histoire rapide de ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement. Donc, en 2016, le rectorat, la mairie de Paris et la mairie du 18e s'associent et décident d'effectivement, dans le cadre du plan lancé par Najat Vallaud-Belkacem, de mettre en œuvre une expérimentation et invite, alors en l'occurrence, la mairie de Paris invite les mairies d'arrondissement à créer des secteurs multicollèges et demande aux maires d'arrondissement de faire des propositions et propose de suivre et d'offrir des moyens supplémentaires sur toutes les expérimentations menées. Donc la mairie du 18e était très velléitaire et je vais le dire tout de suite, sans une forte volonté des pouvoirs publics, vraiment une volonté politique forte, on n'y arrive pas. Rien ne se passe. Cette année-là, on a eu effectivement un maire du 18e que je salue, qui est encore maire du 18e aujourd'hui, Éric Lejoindre, et Philippe Dariulla, qui était à l'époque responsable son adjoint à l'éducation et à l'école, donc à la mairie, qui ont eu cette forte volonté politique et le courage de lancer ce projet sur... Alors, il y a eu il y a eu 3 secteurs multicollèges en même temps, 2 dans le 18e, 1 dans le 19e. Effectivement, des expérimentations toutes suivies par Julien Grenet, ce qui nous a permis de mettre en place certaines choses, avec la volonté de réunir des collèges qui étaient proches et pour Berlioz-Coisvox, donc là je vais parler du secteur sur lequel je me suis penchée personnellement, qui était très éloigné socialement et à 800 mètres de distance l'un de l'autre. Ok, donc 2 collèges très proches, mais avec des réalités sociales des familles qui parfois à l'école élémentaire, donc il y a des écoles élémentaires qui sont dépendantes de chaque secteur d'un collège, donc un collège va accueillir les élèves de plusieurs écoles élémentaires autour. Parfois, dans une même école, il y avait des enfants qui allaient dans l'un ou l'autre des collèges, puisque ça dépendait de leur adresse, donc, de l'adresse des parents. Donc, en l'occurrence, des élèves qui se croisent, des enfants qui se croisent tous les jours au foot, au tennis, dans la rue, qui jouent dans le square depuis qu'ils sont tout petits, qui ont des activités ensemble, qui se connaissent bien, mais qui ne vont pas dans les mêmes écoles. Et la question se pose de savoir où on va au collège. Et c'est là qu'on voit des parents qui font des fausses adresses, etc., pour aller pas dans le collège qui a mauvaise réputation, mais dans le collège d'en haut, etc. Un collège qui avait eu d'ailleurs des problèmes de violence, on va y revenir. Voilà. On met en place dans un des deux, la première chose qui a été faite, c'était de dire là où il y a eu un problème, le collège qui a eu un problème, qui avait une très forte, qui accueillait plus de 60% d'enfants défavorisés, et qui avait une mauvaise réputation, on met en place une nouvelle équipe. Est arrivée une nouvelle équipe de direction qui voulait venir là, qui voulait s'occuper de ça, qui voulait prendre les choses en main et faire tout pour que ce soit mené à bien. Dans l'autre collège, ça n'a pas été la même chose puisque l'équipe a été dès le départ opposée au projet. Donc ça a été un peu complexe. D'autre part, donc, la mairie, donc le rectorat, etc., annonce aux familles, par le biais des écoles, qu'il y a ce projet.
Ce qui se passe immédiatement, c'est qu'il y a une bronca, à la fois du côté d'un des deux établissements, d'un des deux collèges concernés, de certaines écoles élémentaires autour, du côté des professeurs et des parents, et parfois même des directions des écoles, ce que moi je trouve assez grave, hein, c'est-à-dire que jusqu'à un directeur d'école ou une directrice d'école faire barrage qui à la mixité, tente de faire barrage à un projet de ce type, je trouve ça me pose un problème vraiment d'éthique. Donc le projet est lancé, on essaye de mettre en place tout de suite des réunions de concertation avec l'ensemble des acteurs. Il y a des blocages, des professeurs qui refusent de venir siéger, puisque tous les acteurs, parents, professeurs, mairie, rectorat, et donc, alors pas d'élèves, hein, mais les associations de parents d'élèves aussi étaient conviées, se sont retrouvés autour d'une table. Dans les 3 secteurs en question, ça s'est passé différemment. Donc, plusieurs propositions étaient faites pour composer les secteurs multicollèges. Il y avait soit la possibilité de faire des collèges de niveau, c'est-à-dire les enfants font leur scolarité en 2 temps, mais vont dans les 2 collèges. Tous les enfants de toutes les écoles concernées vont d'abord 2 ans dans un autre collège, 2 ans dans l'autre. Soit il y a une mixité qui est faite par algorithme, c'est-à-dire que les gens font des vœux, et en fonction d'une part de leurs vœux, d'autre part de leur catégorie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IPS, mais à l'époque c'était pas encore ça, et d'un certain nombre de critères, etc. Il y a un algorithme, il y a un produit logiciel qui va mélanger et décider de l'affectation des enfants. Le 3e choix, c'était effectivement la montée alternée, ce qui a été fait à Berlioz et Coisvox, c'est-à-dire une année sur 2, tous les élèves du secteur, avec tous leurs copains, vont dans un collège, tous ensemble, c'est-à-dire que les amis ne sont jamais séparés, ce qui était un des problèmes de la solution algorithmique proposée. Oui, ça les parents, ça faisait peur, ça, parce qu'effectivement, les parents, déjà, ne connaissaient pas l'affectation de leur enfant jusqu'au dernier moment, et d'autre part, on ne savait pas si les enfants seraient avec leurs copains ou pas. Dans la montée alternée, l'avantage, c'est que les enfants vont tous ensemble, tous les enfants d'une même année, nés la même année, vont ensemble au collège. Donc ça, c'est un avantage, ça rassure tout le monde. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont dans le collège, ils font toute leur scolarité dans le même collège, ce qui, du point de vue du suivi pédagogique, est parfait aussi pour les aider à progresser et à s'orienter, puisque ça se termine en 3e. Élise, cet exemple montre qu'il faut davantage travailler sur la composition des établissements. Est-ce qu'il faut, mettre en place des quotas, par exemple ? Alors, des quotas, encore une fois, hein, le problème majeur, c'est qu'on ne va pas prendre des enfants très loin de là où ils habitent. Donc, on fait quand même avec. On ne peut pas mettre un quota en place le même partout, parce qu'il faut faire avec la composition quand même de l'environnement résidentiel. L'exemple qui est là, qui est de mélanger 2 collèges qui étaient socialement contrastés. Donc, ça veut dire que dans un quartier pas très éloigné, il y avait quand même un peu de tout. Là, c'est vraiment un exemple extrêmement intéressant, parce que la montée alternée, comme on vient de le dire, c'est quelque chose qui rassure les parents. Il n'y a pas d'incertitude. C'est pas comme les Affelnet et les Parcoursup et les machins, les algorithmes. Là, au moins, les enfants savaient qu'ils allaient tous rester ensemble dans un des 2 collèges, et ça permettait de faire de la mixité sociale de manière donc très efficace. D'ailleurs, on voit dans cet exemple-là, l'exemple du 18e, que ça a fait revenir des parents dans le secteur public. Dans le secteur public. C'est-à-dire c'est-à-dire que Berlioz, en l'occurrence, le collège qui avait mauvaise réputation, a été victime d'évitement de la part de parents favorisés. Et donc, on a vu des retours vers le public grâce à ce secteur multicollège. Et ces retours vers le public ont été plus importants que les départs vers le privé, pour les parents qui voulaient absolument pas jouer le jeu. Il y a une fuite vers le privé, mais elle est restée stable. C'est vraiment un exemple de réussite. Après, il y a d'autres façons de faire. Il y avait pas. Ça, c'était un exemple de réussite. Il y en a eu 2 en fait en France, des montées alternées, donc exactement comme le 18e. Oui, j'allais dire. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont essayé de faire ça ? Il y a une autre ville qui a essayé de faire ça, mais sinon, ils ont plus souvent adopté la méthode de l'algorithme, qui, à mon avis, n'est pas forcément rassurante pour les parents. La méthode de l'algorithme. Donc ça revient à faire un quota, pour revenir à votre question. La méthode de l'algorithme, ça revient à faire un quota, puisqu'on va dire faites vos vœux, et on va accepter vos vœux jusqu'à ce qu'on remplisse en fait la proportion de favorisés et de défavorisés qu'on s'est fixé exemptés.
Qui est un peu un côté Donc ça, pas c'est- au hasard, mais ça donne cette impression-là en ça tout veut cas. dire que s'il y a trop de gens qui font le même vœu, forcément certains vont pas avoir leur vœu. On ne sait pas lesquels. Et effectivement, il va falloir faire un peu au hasard. Bon, après, il y a des Mm. points pour les gens qui ont déjà des frères et sœurs, etc. Mais Mm. voilà. Et c'est vrai que la montée alternée, elle a vraiment cet avantage de mettre tout le secteur, les deux secteurs ensemble, au même pied d'égalité dans le même établissement. C'est vachement plus rassurant. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, la montée alternée n'était pas la solution poussée par la mairie, le rectorat au départ. C'est vraiment une solution qui a été choisie. Alors, évidemment, je ne reviendrai pas sur... L'histoire a été très violente, hein. Ça ne s'est pas fait sans heurts, ça a été très compliqué. Ouais. Mais Il y c'est avait ça qu'on énormément apprend d'opposition. quand on écoute votre Voilà, histoire notre et collectif, qu'on lit pas. il a été à ce moment-là très sollicité parce que nous, tout de suite, on a pris position pour ce projet. On a défendu ça ce marche, projet. mais à quel prix quoi? Il y a eu un coût social énorme, un investissement énorme de la part des parents qui défendaient le projet. Nous, on a été organiser des réunions dans les écoles élémentaires pour rencontrer les parents et leur expliquer le projet, ce que ça pouvait être, etc. Quels étaient les différents choix qui étaient possibles entre les différents types de regroupements, hein, puisque en fait, les parents qui étaient opposés ne faisaient pas ces réunions d'information et en gros essayaient d'organiser des votes contre le projet dans chaque école. Enfin, ça a été assez violent localement et violent aussi pour les enfants. Il y avait eu à l'époque une émission sur France Culture où on faisait parler les enfants du quartier de la manière dont ils avaient vécu cette période-là. Et les élèves du collège, enfin des écoles les plus défavorisées, ils avaient dit mais nous en fait on se sent rejetés et finalement on veut pas les voir non plus les enfants qui disent du mal de nous. Donc ça avait été très difficile. Il y avait une campagne d'affichage local, de choses assez moches affichées sur les murs. Quoi, presque. Nous ça a été violent hein, quand on faisait notre marché le samedi ou le dimanche à cette période-là, mais la mairie de Paris, la mairie du 18e, le rectorat n'ont pas lâché. Et on voit très bien que alors ça a réussi sur certains aspects. Oui, dans un des collèges où l'équipe était super dynamique, où il y a eu beaucoup de choses de faites, où les profs étaient super engagés, où on a eu alors il y a eu des moyens supplémentaires. Ça a été bien. Hein, il y a eu une convention passée avec la mairie de Paris, le rectorat, etc. pour 3 ans. Et dans le cadre de cette convention, les parents et les enseignants avaient fait une liste de doléances. On a eu des moyens supplémentaires, des travaux, etc. Plein de choses accordées. Un des deux collèges a complètement profiter de tous les dispositifs possibles qu'il était possible de mettre en œuvre, faire intervenir des tas d'associations, faire des travaux d'embellissement, faire des tas de projets et de projets de voyage, de projets culturels. Voilà. Donc, il y a un des deux collèges qui s'est impliqué et qui a essayé vraiment de travailler avec ce projet de mixité et d'en faire quelque chose de concret. Un des deux collèges qui a simplement accueilli les élèves qu'on lui avait affectés. Élise, on parle là d'un exemple parisien, mais il y a aussi ce problème-là de disparité territoriale aussi entre les zones rurales et les villes. Les cadres sont plutôt dans les villes, donc leurs enfants aussi. Bien sûr, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que vraiment le levier principal... Hein, c'est le territoire, c'est l'aménagement de... C'est-à-dire qu'on n'aura plus ce genre de questions à se poser, de collèges, de collèges multisecteurs. Et alors, il y a d'autres collèges qui ont essayé d'inventer, par exemple, de créer des sections internationales, ce genre de sections qui attirent des enfants favorisés, etc. Donc, il y a tout un tas d'actions qui ont été déployées, mais elles ne seraient plus utiles si on avait une répartition territoriale déjà beaucoup plus équitable. Et effectivement, les centres-villes concentrent beaucoup plus de familles favorisées que les zones périurbaines et les zones peu denses et les zones rurales. Alors, c'est le frein principal à la mixité sociale à l'école. Pour l'instant, ce qu'on peut faire en l'état actuel des choses, c'est d'inventer des actions de secteur multicollège avec des montées alternées ou avec des quotas ou enfin des algorithmes. Former les enseignants peut-être aussi. Alors les enseignants, c'est pas de leur faute, mais il y a peut-être un truc à faire. Non, les enseignants, c'est pas eux qui choisissent les élèves qu'ils ont. Donc, ça ne peut pas être les enseignants qui créent eux-mêmes les actions de mixité sociale. Elles doivent être décidées par les rectorats et les départements. Parce que c'est au niveau des rectorats et des départements que se décide la carte scolaire et l'offre pédagogique. Par exemple, si on ouvre une section internationale, c'est les rectorats qui décident. Si on change, il y a évidemment des resectorisations qui ont été menées pour essayer d'augmenter la mixité sociale. Ça, c'est les départements qui décident. Ça ne peut pas être les profs. Hein. Les profs, eux... Alors, les profs, après, ils peuvent être formés pour accueillir la diversité et la gérer, c'est autre chose.
C'est pas eux qui peuvent créer la mixité. Par contre, ils peuvent être formés à la gérer au mieux. Oui, comment ils perçoivent les élèves modestes aussi. Ils ont souvent besoin de soutien. Alors, ils les perçoivent très bien. C'est pas un problème de perception. C'est qu'ils ont à gérer dans leur classe, du coup, des différences de niveau. C'est effectivement pour ça que c'était très bien dans le cadre du secteur où ça a été fait chez nous. C'est que les élèves, ils étaient maximum 25 par classe. Quand on est entre 20 et 22, 23 élèves dans une classe, on arrive à faire du travail un petit peu plus fin. On peut se donner un peu de temps pour chaque élève et on peut s'adapter. Quand on est dans des secteurs où on est 30 par classe, ça devient très compliqué de faire un travail en s'adaptant à chaque élève. En tout cas, moi, je connais des professeurs très engagés dans les 2 collèges en question. C'est plus difficile, ça demande plus de travail, de temps de préparation de cours, d'investissement avec les élèves, d'investissement en dehors des heures de cours, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils font beaucoup de choses pour les élèves pendant les cours, après, avant et le soir, etc. Je dois dire qu'ils peuvent avoir un accompagnement et puis, si possible, être gratifiés aussi. Et enfin, nous, au collectif, ce qu'on s'est toujours dit, c'est que il devrait y avoir un plan national de lutte, mais qui attribue aussi plus de moyens humains, financiers, plus de projets, etc., là où la population est le plus en difficulté, parce qu'on en a besoin. Je voulais quand même, tout à l'heure, on parlait du privé, des écoles privées. Je voulais quand même vous lire cette réaction à la question « Les familles qui choisissent le privé souhaitent-elles la mixité sociale ?» Jean-François Canteneur, qui est le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Paris, donc c'est l'équivalent du recteur côté public, a répondu, je cite, « Clairement non, elles ne sont pas à la recherche de gens différents d'elles. » Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Naturellement, on va vers les mêmes que soi. Si on demande aux gens, voulez-vous vous mettre dans une situation où vous allez être moins à l'aise, ils vont dire non. Et ça, c'est un phénomène qui s'est aggravé. Là, je fais référence au travail du sociologue Marco Auberti qui a justement quantifié, la contribution du privé à la ségrégation scolaire. Et la part du privé, elle a augmenté depuis 12 ans. Ce qui est inquiétant parce que ça veut dire qu'on est plutôt dans une dynamique où l'entre-soi est de plus en plus désiré, recherché. C'est de pire en pire, Voilà, fait. c'est de pire en pire. Et ça, c'est quelque chose qui veut dire qu'il y a une incompréhension, justement, de 2 choses. Des bénéfices de la mixité, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a cette idée reçue qui est fausse que la mixité va entamer, détériorer la réussite scolaire d'un enfant. Ce qui est faux à nouveau. Et si on voit cette dynamique de gentrification du secteur privé, c'est qu'effectivement, cette fausse idée, elle est de plus en plus répandue. Donc, je ne sais pas comment on lutte contre cette idée fausse, mais c'est quand même paradoxal qu'au moment où on sait, grâce à la recherche, que c'est faux, que ce soit justement le moment où les gens y croient le plus. Oui. Et ce qui est terrible aussi, c'est que en face de ça, la responsabilité du gouvernement, c'est d'avoir une vraie politique publique, c'est-à-dire déjà en 2022, pendant la campagne, il y a quasiment personne qui parlait de mixité sociale à l'école. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, parce que nous, avec le collectif, ça fait longtemps qu'on a le projet d'un plan de type SRU, effectivement, avec l'idée qu'il faut faire une cartographie de là où ça va très mal, qu'il faut agir localement partout où on peut, qu'il faut donner les moyens, qu'il faut réorienter effectivement les professeurs remplaçants vers les quartiers les plus défavorisés. Tout ça, on le sait, on avait listé des propositions au moment des municipales à Paris en 2020, et qu'on a fait aussi, on a pu soumettre à certains candidats au moment des élections présidentielles. On a rencontré certaines équipes de campagne. Donc nous, on essaye d'agir au niveau politique. On a aussi, avec d'autres associations et d'autres acteurs, on a été invité par Cathy Racon-Bouzon à une table ronde à la commission culture et éducation de l'Assemblée nationale. Donc, on sait qu'il y a des choses, mais ce qui se dessine à chaque fois, enfin, ce que nous, on essaye de faire valoir, c'est qu'il doit y avoir une politique publique forte et que c'est le rôle d'une politique publique de lutter justement contre cette entropie, en fait. Voilà. Le problème, c'est que c'est quand même un sujet politique. Par exemple, je ne dis pas toute la droite en général, mais une partie de la droite n'est pas forcément, c'est pas forcément sa priorité. Et donc voilà, on sait qu'en ce moment, le gouvernement cherche plutôt les voix de la droite. Donc il y a aussi ça qui entre en compte. Les grands progrès sociaux ne sont pas faits sans heurts. Voilà. D'ailleurs, je veux dire, ce que vous dites est tellement vrai que on ne peut
qu'être un peu interpellée par le manque d'annonces du ministre aujourd'hui Oui, sur c'est la mixité hallucinant. sociale, et que finalement, est-ce que c'est parce que c'est un sujet justement qui n'allait pas porter politiquement Qui à est clivant. l'endroit où il devait porter? Voilà, je ne sais pas, hein, on peut peut-être encore avoir un espoir que d'ici quelques jours, il y ait des annonces sur ce sujet. Mais c'était un ministre qui voulait porter ce sujet-là et qui peut-être en a pas été capable. On le dit un peu, c'est un papier du Monde qui est titré comme ça, je crois, qui dit qu'en gros, voilà, le ministre de l'Éducation nationale, en ce moment, il est un peu isolé. C'est Effectivement, sa priorité à lui, mais c'est tout, quoi. et c'est fort dommage parce que c'était un très beau sujet dont il aurait pu s'emparer avec brio. Si, voilà, je ne sais pas exactement quelles sont ses marges de manœuvre et ce qui s'est passé, mais c'est triste. Et effectivement, on a eu les prémices de cette non-décision avec ce qui se passait sur le privé. Quand on a vu qu'il n'y aurait pas, que le privé ne serait absolument pas touché, qu'on lui demanderait gentiment de faire ce qu'il avait envie de faire, sachant que effectivement, le monsieur dont vous parliez tout à l'heure, les écoles privées, même s'il effectivement il peut y avoir un regroupement du côté des écoles catholiques, en fait il n'y a pas d'autorité. Les écoles font ce qu'elles veulent. Donc personne ne peut imposer s'il n'y a pas une loi, s'il n'y a pas quelque chose qui est lié au financement. Donc il y a un député qui fait une proposition de conditions du financement du secteur privé à la mixité sociale et scolaire dans ces établissements. S'il n'y a aucune contrainte, comment voulez-vous qu'ils le fassent ? C'est pas leur objectif. Les écoles privées, ce sont des entreprises. Leur objectif, c'est de faire des bénéfices. Soyons clairs. Et avant qu'on se dise au revoir, parce qu'il est déjà 55, peut-être un mot sur la carte scolaire. Est-ce que la carte scolaire conforte les ségrégations géographiques, justement, ou pas ? Alors, elle peut donc Objectivement. objectivement, c'est pas la carte scolaire qui est en faute, c'est la ségrégation résidentielle. Mais la carte scolaire, justement, dans beaucoup de cas en 2016-2017, elle a pu être modifiée. Donc, ça peut être un outil d'action, la carte scolaire, parce qu'elle a pu être modifiée pour essayer de favoriser la mixité sociale. Donc, ça, c'est vraiment un outil fondamental sur lequel les pouvoirs publics peuvent agir pour prendre un peu plus de ce côté-ci, un peu moins de ce côté-là. On peut même faire aller un tout petit peu plus loin un quartier pour vraiment créer de la mixité sociale. Et ça, je pense que c'est possible dans énormément de villes de France. Donc, il faut la réadapter, en gros. Voilà, elle peut être retravaillée. Elle est réadaptée. Oui, mais D'accord. elle n'est pas forcément réadaptée avec l'objectif de mixité sociale. Par exemple, les 50 de Jean-Michel Blanquer, on n'a pas entendu parler de politique de mixité sociale. Mais là, il faut que les territoires regardent au cas par cas comment la carte scolaire peut être réadaptée si ils veulent atteindre un objectif de mixité sociale. On a Bichon 69 200 qui nous dit dans le chat la carte scolaire, premier vecteur de ségrégation. Oui, alors c'est plutôt l'habitat, effectivement. Oui, mais la carte scolaire se calque. Alors justement, justement, elle peut être travaillée on peut jouer on peut déjouer la ségrégation qui se crée avec l'habitat grâce à un travail fait finement sur les cartes scolaires. Je vous donne un exemple. Au collectif, on a fait ça lors du changement de sectorisation à Paris. Les mairies organisent des réunions publiques, invitent les parents, etc. Voilà. Donc nous, en tant que collectif, on a proposé aux personnes qui travaillaient sur la carte scolaire au rectorat de faire des marches exploratoires avec elles pour leur montrer l'évolution d'un quartier et leur montrer par exemple les immeubles chics qui se construisaient dans une partie du 18e qui était plutôt mixte. Et on leur a dit attention, les immeubles là en question qui sont avec des appartements très chers, avec un prix au mètre carré assez dingue, là ça va faire venir des familles beaucoup plus aisées, donc il faudrait peut-être faire bouger un peu la carte scolaire, là juste dans le coin de la rue. Et vraiment, moi j'encourage les parents à s'investir, c'est-à-dire effectivement à aller voir ce qui se passe dans les écoles, à s'investir parce que c'est très facile de dire « Ah si j'inscris mes enfants dans le privé, ça ira mieux ». Donc non, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, un minimum d'investissement pour savoir ce qui se passe dans son école publique, pour participer, rentrer, proposer des choses, s'informer sur ce que fait le collège, s'informer sur ce que fait l'école, voir si on peut aider à minima, ça peut faire bouger beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et puis, ce genre d'action toute simple, de dire au moment de la refonte de la carte, effectivement, dire tiens, dans mon quartier, là ça bouge un peu, peut-être il faut que je le fasse savoir aux gens qui travaillent sur la carte scolaire. Ça, c'est des petites actions qu'on peut faire très facilement. Élise, le danger, si on supprime, entre guillemets, la carte scolaire, c'est que les familles favorisées alors, si on supprime la carte scolaire,
Si on supprime la carte scolaire, c'est le privé dans le public. C'est-à-dire que si on supprime la carte scolaire, les familles peuvent demander d'être dans telle et telle école. Et alors là, je ne sais pas comment les écoles choisissent. Enfin, soit si c'est le premier arrivé, premier servi, on reconstitue de la ségrégation sociale au maximum. Donc, il faut garder le contrôle sur les affectations. En tout cas, les affectations doivent être pensées publiquement, par les pouvoirs publics, je veux dire, avec des possibilités justement d'atteindre des objectifs de mixité qu'on ne peut pas atteindre si on laisse les gens choisir tout seuls. Là, on ne peut pas atteindre. Il faut que ce soit les pouvoirs publics qui choisissent. Alexandra, est-ce que vous avez espoir que les choses s'arrangent? Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Oui, j'ai toujours espoir. Je suis un peu déçue par ces non-annonces, bien sûr. Voilà. Enfin, plus qu'un peu déçue. Mais il y a de l'espoir et nous, on a des idées. Donc voilà, il y a d'autres collectifs qui agissent. On est en lien avec des collectifs en Europe et donc au Québec. On sait qu'il y a des tas de moyens, qu'il y a des mesures concrètes à prendre. Moi, j'espère qu'effectivement, il y aura à un moment un courage politique. Je pense que si ce n'est pas ce gouvernement-là, ce sera peut-être le prochain. Mais on a les moyens d'agir. On peut faire beaucoup mieux en France. Donc allons-y. Élise, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, le mot de la fin, avant qu'on se dise au revoir? C'est un peu difficile. Non, effectivement, que moi aussi, je souhaite que les exemples qui ont été faits en 2016 et 2017 puissent être transmis, partagés pour inspirer peut-être d'autres territoires qui pourront peut-être effectivement se saisir des mêmes actions. Merci beaucoup, Élise Huillery, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Oui, j'ai bien prononcé votre nom? Oui, pardon, et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, et Alexandra Nizac, présidente du collectif Apprendre ensemble. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu, c'est vite passé 1 heure. À la fin, les invités sont rassurés parce qu'au début, c'est 1 heure, ça paraît long. Merci le chat de nous avoir suivis. Merci de nous. Alors, j'ai pas pu tout faire remonter parce qu'en plus, il y a des débats ensuite qui se créent entre les gens. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci. Alors, 79% du chat ne veut pas financer l'école privée. Voilà. Merci, merci d'avoir été là avec nous. Merci de nous avoir partagé aussi vos témoignages, vos expériences. Merci au Modo, aussi au modérateur du chat. Et demain, c'est Ludovic Pochant qui présentera le talk, puisque moi, je vais préparer l'émission, je vous en avais déjà parlé, mais qu'on va faire en direct du FIS à Montpellier la semaine prochaine. Donc, rien à voir avec le sujet du jour, mais donc le FIS qui est un festival de sport extrême. Et donc, on va s'intéresser aux catégories de sport extrême qui seront présentes au JO 2024. Voilà, donc ce stream-là, cette émission-là, ça sera vendredi prochain à 18h en direct de Montpellier. Donc demain, je vais préparer ça. Mais Ludovic Pochant va vous proposer quand même un talk. Le sujet, ça sera l'armée française. Voilà, le budget qui est alloué, les militaires, tout ça. Merci beaucoup. À demain. En attendant, bonne soirée tout le monde. Salut!